Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Le 4 juillet, nous avons organisé une journée autour de la biodiversité cultivée à Rennes. C'était dans le cadre du projet Biodivsem, un projet auquel on a participé en collaboration avec Initiative Bio-Bretagne, INRAE et Terre de Source. Le matin de cette journée, on a fait visiter nos parcelles d'essai, celles dans lesquelles on a les échantillons de banques de graines. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, on vous invite à aller écouter l'épisode 10 du podcast. L'après-midi de cette journée, on a animé une table ronde sur le thème de biodiversité des opportunités à transformer. Oui, parce qu'en fait, c'est bien beau de la cultiver, la biodiversité, mais avant qu'elle arrive dans nos assiettes, il y a encore du chemin. Alors, c'est pour ça qu'on a invité des transformateurs. Il y a eu 4 intervenants qui ont témoigné de leurs expériences avec la biodiversité cultivée dans différentes dimensions. Le son de ce podcast est un petit peu différent. On a enregistré avec un micro d'ambiance, donc chaque intervenant n'était pas aussi près du micro dans lequel il parlait. Le son est parfois inégal, donc tendez bien l'oreille. On a essayé d'améliorer le son, mais c'est un peu de moins bonne qualité que d'habitude. Donc voilà, merci de votre indulgence. Bonne écoute! Et prenez bien le temps d'écouter jusqu'au bout, car il y a un bonus à la fin de l'épisode. Donc on a vu la diversité au champ ce matin, avec une étape qui est très très loin de la transformation, puisqu'on est vraiment au stade de la recherche, les débuts d'une certaine recherche variétale. Mais le rêve de ce qu'on a vu au champ ce matin, l'étape finale, ça sera ce que vous, les transformateurs, vous pouvez en faire pour qu'on puisse enfin déguster cette diversité. Et ce qu'on va vous demander de raconter aujourd'hui, c'est un peu votre vie avec la biodiversité cultivée. D'abord, dans un premier temps, est-ce que chacun, vous pourrez nous présenter votre activité? Et au sein de cette activité, justement, quelle est pour vous l'importance de la biodiversité cultivée? Pourquoi vous vous y intéressez? Qu'est-ce que ça apporte à votre activité? Est-ce que c'est un atout pour votre entreprise? Mathilde, je commence par toi. Bonjour, je suis Mathilde Simoneau, je suis installée à la ferme de la Rocheraie à Cornu, au sud de Rennes. Donc c'est une ferme en polyculture élevage. Donc si on parle de diversité, c'est une diversité d'ateliers. Il y a l'atelier jus de pomme avec un verger de 3 hectares 20, une cinquantaine de variétés différentes. Au niveau des farines, on fait différents types de graines aussi. On fait du blé, du seigle, de l'épeautre, du sarrasin et du maïs qu'on transforme en farine sur la ferme avec un moulin meule de pierre. Donc il y a environ 20 hectares qui sont dédiés à la transformation et à ces cultures-là. Et donc au sein de ces cultures, c'est à chaque fois un mélange population entre 2 et 5 variétés de chaque céréale. Ce que ça apporte, c'est beaucoup plus de sens et d'intérêt à faire le métier. Le goût, la satisfaction, le rapport avec les transformateurs, la beauté au champ, tout ça. Et il y a un petit peu d'élevage aussi sur la ferme. Bonjour, je suis Maxime Vignon, porteur de projet à la basse-cour, restaurateur. Et donc j'interviens sur des notions de transmission des savoir-faire. Et je suis également pâtissier et j'accompagne toute l'équipe de cuisine tout au long de leur journée de production. Ce que ça m'apporte, moi, la diversité cultivée, ce serait la diversité dans l'assiette, la couleur, les arômes différents, aussi au niveau de l'équilibre nutritionnel. Ça va nous apporter beaucoup sur le long terme, donc on essaie de transmettre ça aux clients qu'il faut manger varié. Ensuite, en ce qui concerne l'apprentissage aussi organoleptique des saveurs et des textures pour les enfants, très très intéressant de varier donc les céréales puisqu'ils ont des tenues différentes. On peut avoir du riz un peu crispy, le millet qui va avoir des notes plutôt noissetées. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est un outil super pour rentrer en contact avec les gens, éveiller un peu leur curiosité et leur sensibilité vis-à-vis de toutes les céréales qu'on a. Pour moi, en tant que cuisinier,
on a quand même un intérêt à aller vers la campagne, aller vers des paysans, des productions un petit peu différentes, de petites quantités, on dit. J'aime beaucoup renforcer ce lien avec les producteurs. On a à peu près 25 producteurs locaux en ce moment, et chaque année, on progresse. On est parti vraiment de tout petit, de 7 ou 8 producteurs locaux, et donc on renforce ça. C'est beaucoup de temps passé pour un cuisinier de passer ses commandes. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas ce temps. Donc c'est une gestion vraiment... c'est un petit labeur quand même, hein, de passer beaucoup de téléphones, mais ensuite, quand les cuisiniers reçoivent tous ces produits frais, locaux, quand on a la visite de nos petits artisans producteurs, c'est assez magique. Donc moi, ça m'apporte de la passion. Donc bonjour, moi je suis Nathalie Zanato, j'anime la coopérative donc les Greniers Bleu d'Armorique. Alors les Greniers Bleu d'Armorique, c'est aujourd'hui 40 adhérents producteurs répartis sur toute la Bretagne et quelques adhérents aussi sur les départements limitrophes. Alors l'idée des Greniers Bleu d'Armorique, donc GBA, c'était de pouvoir valoriser des cultures de... Alors c'est surtout en fait des agriculteurs type polyculteurs éleveurs, et donc c'était de valoriser en fait les quelques hectares de culture de vente ensemble pour apporter de la valeur ajoutée sur les fermes en donc valorisant ces cultures de vente et en les transformant. Donc en fait, les greniers bio d'Armorique ont acquis depuis le début, donc en voulant en fait maîtriser un peu leur filière, des outils de transformation. Donc aujourd'hui, détenteur de 2 presses pour triturer en fait du colza pour faire de l'huile de colza et un moulin meule de pierre pour faire de la farine de sarrasin. Tout ça pour un client principal qui est étiquable, donc dans le commerce en fait. Équitable nord-sud et nord-nord maintenant. Donc en fait, ici, donc on est plutôt aujourd'hui à travailler la diversité en fait, des débouchés, parce que c'est vrai qu'en étant monoclient, c'est un peu compliqué dans le contexte actuel. Et voilà, donc la diversité pour nous, c'est la diversité des débouchés et être toujours innovant aussi. Par rapport à ce concept de diversité. Et on s'intéresse aujourd'hui à une filière meunière, donc de blé meunier. Et là, pour le coup, on est confronté. Alors tout ça à 100% bio, hein, et avec tous les opérateurs 100% bio. Et là, on est confronté par contre à une problématique que les meuniers en fait souhaitent une homogénéisation de en fait la fourniture de blé, parce que c'est compliqué ensuite de pouvoir faire une farine stable pour avoir une panification stable derrière et donc satisfaire les consommateurs, aussi bien sur la farine vendue. Je parle à 99%. Après, ici, on est super sensibilisé, hein, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, comment passer toujours d'une petite... Enfin, c'est le changement d'échelle que parlait Sophie tout à l'heure. Donc voilà, en fait, on est confronté aussi à nos clients qui sont complètement sensibilisés et qui sont aussi 100% bio et qui connaissent en fait le faire autrement. Mais aujourd'hui, on nous demande aujourd'hui de travailler sur des éléments de stockage et de conservation de grains pour homogénéiser nos grains. Donc c'est particulier, alors que voilà, on est dans l'innovation, on est dans la diversité des débouchés, on est en voulant faire autrement. Et effectivement, il faudrait savoir faire autrement. Alors aujourd'hui, le rapport avec la biodiversité, c'est ça, c'est d'essayer d'amener et de faire bouger le curseur pour essayer d'amener effectivement à penser autrement et jusqu'au consommateur pour le coup. Alors moi, c'est Daniel Fortin. Moi, je suis paysan depuis 20 ans, mais à la base, j'étais éleveur. Je suis toujours un peu éleveur. En fait, donc je suis dans le sud-Manche, moi, tout près de la Branche. Mon épouse est revenue sur la ferme il y a 5 ans pour s'installer paysanne boulangère. Donc, elle voulait travailler des blés anciens dès le départ. Voilà, j'ai réussi comme ça par plusieurs personnes. Puis j'ai la famille aussi en Charente qui est dans le monde de la meunerie et de la semence végétale. Donc, j'ai réussi à avoir assez rapidement un fonds de stock de blé ancien assez important. J'ai pu déjà, dès la première année, faire 3 hectares d'un mélange de blé ancien. Surtout rouge de Bordeaux, blé de Redon et un petit peu de Corazon. Tout ça mélangé. Au début, j'ai fait en pur et puis ça m'a assez vite pris la tête. Puis je sais pas, j'avais une sorte d'attirance pour les mélanges qui se poursuit d'ailleurs. Voilà, donc j'ai choisi de les mélanger. Et donc voilà, après, j'ai un peu eu le ras-le-bol de l'élevage. C'est un classique en ce moment, mais... Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être, moi au bout de 20 ans, j'ai aussi besoin de passer à autre chose dans ma carrière, je pense.
Et puis en élevage bio, la conjoncture n'est pas forcément super motivante. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser autour de la farine. Parce que, à force de multiplier ça pour Rachel, je me suis un peu passionné de ça. Et puis du coup, je passais 3 hectares, 5 hectares, 8 hectares. Là, on est rendu à 23 hectares. Je ne sais même plus. 23 hectares, donc essentiellement mélange de blé, grand épeautre, petit épeautre, seigle. Et puis, comme par hasard, en discutant, c'est souvent en discutant que les choses se passent, je discute avec un collègue, il avait cultivé depuis 10 ans avec un maraîcher une collection de 250 variétés. Donc, il avait dans son congélateur, il ne savait pas quoi faire. Donc, il m'a dit, de toute façon, elle ne sert à rien, donc je te la donne. Donc, elle est toujours dans mon congèle. J'ai juste choisi 20 variétés que je multiplie comme je peux, selon mes moyens, à l'échelle d'une ferme, depuis 3 ans. Donc voilà, je commence à avoir des amidoniers, des blés poulards, enfin je vous en passe, il y a des très belles choses. Dans l'idée, parce que moi depuis le début, alors c'est vrai que j'ai fait ça un peu perso, parce que pris par le temps et l'efficacité, mais c'est vrai que j'ai rien contre les démarches collectives, au contraire, je pense qu'on se nourrit les uns les autres, et je rejoindrai peut-être une démarche collective plus tard. Mais par souci d'efficacité, j'étais un peu obligé d'aller vite, parce que j'en avais vraiment marre de l'élevage. Donc il fallait vraiment que je crée une nouvelle activité. Donc c'est vrai que j'ai un peu fait cavalier seul. Je commence tout juste à sortir. Et du coup, l'idée, moi, c'est vraiment d'aller travailler plutôt avec les boulangers. Aujourd'hui, je travaille avec une dizaine de boulangers. 5, on va dire la moitié en ville et la moitié des paysans boulangers, à ma grande surprise. Parce que donc moi l'idée c'est vraiment de travailler 100% blé ancien et puis voilà avec ma collection arriver à peut-être faire des mélanges qui seraient un peu plus typés, un peu plus voilà. Moi je suis un créatif donc j'ai besoin je crois que je vais créer des petites variétés ou des mélanges de farine qui moi me plaisent et que je peux faire tester à Rachel à notre fournil et puis voilà les proposer à des boulangers que ça intéresse. Voilà. Alors après je rejoins tout à fait ce que tu étais en train de dire. Là, c'est quand on commence à démarcher les boulangers, on se rend compte, mais on est tous pareils, on a nos habitudes, et on se rend compte que oui, il faut qu'ils passent du temps parce qu'il faut qu'ils anticipent avec nous, on n'est pas des grands moulins, on n'a pas des camions d'avance de farine. Alors, par exemple, là, on va moissonner, donc moi j'aurais tous dit, dépêchez-vous, parce que moi après, je suis dans les moissons, j'ai pas le temps de faire de la farine. Ah oui, mais on va fermer. Bon, voilà. Donc, il faut qu'ils acceptent de changer leur manière de travailler, prendre ce temps-là, voilà. Mais s'ils veulent que demain, il y ait des farines qui sortent un peu de l'ordinaire et voire même que demain, on sera encore en capacité de produire, parce qu'on voit quand même tout change, le climat change. Je ne sais pas si on aura de l'engrais et du fioul longtemps. Enfin, on a plein de questions comme ça. Et nous, on observe bien que les semences de blé ancien, elles s'adaptent et elles ont une capacité de s'adapter à plein de choses, y compris au manque d'eau ou aux excès d'eau. Enfin, voilà, bref. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à... Donc on trouve des boulangers. À la base, ils sont tous intéressés. Dès qu'on leur parle qu'on fait de la farine et des blés anciens, ça les intéresse. Moi, j'en ai peut-être visité 50 cette année. Au final, j'en ai 10 comme clients. Et sur les 10, c'est 5 qui sont venus me voir. Donc on se dit, voilà, ça va être compliqué. Et puis le marché s'est un petit peu retourné quand même. Il y a la crise énergétique, il y a le consommateur qui est peut-être un petit peu moins là parfois que d'autres fois. Donc voilà. Pour moi, il y a un gros travail de sensibilisation du consommateur, mais il y a aussi un travail à faire avec le monde des boulangers ou des biscuitiers, tout dépend avec qui on travaille, de formation, c'est-à-dire qu'ils soient bien à l'écoute, parce qu'on est tous dans notre monde, on a tous nos contraintes, et qu'ils soient bien à l'écoute de ce que ça représente, le travail qu'on fait, parce qu'on fait 3 travails en fait, on multiplie, on cultive, on trie, on moue, on livre, on pense à la logistique, enfin c'est même 4-5 travails à notre échelle. Donc voilà, ça faut qu'ils en prennent la mesure et que forcément, on ne va pas vendre la farine au même prix que les grands moulins de Paris et que voilà, moi j'ai rien à cacher. En gros, je vends de la farine de blé ancien à 2 € le kilo. Eux, ils en ont à 1,20 €. Bon, elle va peut-être pas être de blé ancien, mais elle va être à la meule de pierre. Donc c'est pas les mêmes meules de pierre, mais bon, ça encore faut-il qu'ils voient la différence. On a beau essayer de leur expliquer, voilà. Mais moi, quand je suis à 2 €, je gagne juste ce que mon voisin conventionnel gagne quand il fait 100 quintaux. À coût de produits chimiques à 300 € la tonne de blé, 3 000 € l'hectare. Voilà. Et j'ai quand même fait tout un autre travail, donc c'est quand même la moindre des choses. Alors sans doute, nous, on a un travail d'effort sur la régularité, ça c'est sûr, d'effort sur la transparence,
sur sans doute soigner notre typicité, ramener autre chose. Et puis après, moi ça c'est perso, mais moi j'aime bien mettre une dimension un peu personnelle et sensible dans les choses. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects scientifiques, moi il y a des choses que je développe parce que je les trouve belles. C'est peut-être une connerie, mais je pense que si elles sont belles, à mon avis, elles seront bonnes. En tous les cas, moi j'ai envie de les faire partager. Voilà. Je pense que l'envie c'est aussi important, l'énergie qu'on dégage. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'ai appris cette année, en tous les cas. Merci à tous. Pour resynthétiser un petit peu ce que vous avez dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait de la diversité à plein de niveaux. Donc au niveau des différentes espèces, et chez Mathilde, et chez Nicolas, au Grenier Bio d'Armorique, on n'a pas trop entendu, mais je le sais un peu, donc voilà. Et même chez toi, Daniel, parce qu'il y a tous ces mélanges, même interspécifiques dont tu parles. On a parlé de diversité génétique avec tes mélanges variétaux, Mathilde, les différentes variétés de pommes, la diversité des goûts, la diversité des couleurs dans l'assiette, la diversité des débouchés, intéressant. Donc là, on est sur un autre domaine, mais qui est aussi important à prendre en compte. Et voilà, donc déjà, la diversité, c'est riche. Donc il y a plein de portes par lesquelles on peut entrer dans ce sujet. Elles sont toutes importantes. La deuxième question que je voulais vous poser et ce sur quoi on voulait entendre votre témoignage, c'est justement un ou deux exemples concrets que vous travaillez dans votre activité. Alors, si tu veux bien, Daniel, je vais donner la parole peut-être. On repart dans l'autre sens. Tu as bien décrit toute ton expérience sur les blés anciens. Alors, moi, je dirais plutôt des blés peut-être paysans parce que vu qu'ils sont remélangés, tout ça, je ne les qualifierais plus d'anciens. Je me dirais maintenant, ils sont nouveaux. C'est des nouvelles populations paysannes. Et donc, voilà, on a bien entendu toute la démarche qu'il y a eu, pourquoi tu as fait ça, comment tu as trouvé des clients ou pas, quelles implications ça avait, tout ton cheminement. C'était super. Et du coup, vous autres, je vous invite à suivre son exemple pour partager une expérience ou deux en particulier concrète d'un projet ou d'une action que vous avez autour de la biodiversité cultivée. Alors la biodiversité cultivée, donc nous on est quand même un peu en aval en fait dans l'organisation collective. Après, de toute façon, tout ce qui est effectivement la plupart des paysans des greniers d'Armorique font du blé et c'est du blé en mélange avec des variétés aussi, alors population. Ça c'est clair. En fait, nous on est confrontés aussi à la diversité des lieux. Quand on parle effectivement de vouloir monter sur une filière de blé meunier pour faire de la farine, on est confronté à une diversité de lieux de production entre Bretagne Nord et Bretagne Sud. On n'a pas la même utilisation aussi des variétés, des comportements variétaux, et on aimerait travailler en fait plus en amont sur des micro-parcelles, sur des variétés qui sont adaptées au milieu en fonction des conditions pédoclimatiques de chaque lieu pour essayer après de pouvoir donner effectivement satisfaction toujours à la filière en aval. Donc c'est ça aussi, c'est de pouvoir aussi satisfaire alors un cahier des charges, on peut parler de ça aussi, des clients, mais en cultivant cette biodiversité aussi en amont. Et c'est toute effectivement la problématique pour les transformateurs en général. Alors, moi je vais parler cuisine, du coup, pâtisserie. La dernière en date, la plus intéressante de mon passage à la basse-cour, c'était le millet, avec Murae et Xavier Hamon de l'USPG. On m'a demandé si ça m'intéressait de participer à un projet de recherche autour du millet. Donc c'est une céréale que je connaissais pas très très bien, que j'avais cuisiné un petit peu comme ça dans des restaurants, mais qui n'avait pas remporté un grand succès au niveau de la clientèle. Donc évidemment j'avais accepté. C'était très très intéressant d'aller un petit peu plus loin, surtout avec Xavier qui avait une belle expérience au niveau recherche culinaire. Ce que je vais vous raconter, c'est simplement concrètement ce qu'on a réussi à faire en fait. Donc le millet, on s'est rendu compte que la cuisson était facile, il fallait juste se planter 5 ou 6 fois. C'est comme quand on ne connaît pas quelque chose. Voilà, donc nous on a mis au point une recette, une méthode, il faut s'y tenir et ça fonctionne. On pourra en reparler plus tard, sinon je vais prendre tout le temps. Et en ce qui concerne l'équilibre dans l'assiette, il ne faut pas enlever, c'est pas un substitut, il faut l'ajouter à notre régime. Et il ne faut pas remplacer quoi que ce soit, il faut juste ajouter. On garde le riz, on ajoute du millet.
On garde le petit épeautre, le blé, on ajoute le millet. Et on l'ajoute cuit ou croquant ou crunch ou crumble ou fond de tarte. Enfin, nous, on a mis au point plein de recettes. Ce serait intéressant pour vous de consulter le petit bouquin, le petit récit qu'on a écrit. Et par rapport à la pâtisserie, parce que c'est vraiment ce qui me touche énormément, c'est ce que je fais tous les matins, la pâtisserie ici. Ce qu'on a réussi à faire, c'est ce que j'ai réussi à obtenir, c'est je garde toutes mes recettes intactes et j'ajoute pour 100% de farine, j'ajoute 40% de farine de millet et je garde ma structure à 60% de blé. Et là, ça marche toujours. Après, on peut aller prendre un petit peu plus de risques en descendant les proportions. Mais si on veut intégrer une nouvelle farine dans nos recettes, dans toutes nos recettes, il suffit de garder cette... Pour l'instant, ça marche avec petit épeautre, riz, sarrasin et millet maintenant. Ma madeleine, vous allez la goûter, c'est ça, c'est 65, 35 ou 60-40. Là, j'ai forcé un peu le millet pour vous faire goûter, pour qu'il y ait de la force. Et donc on verra. Et sinon, pour donner un accès, donner envie aux gens de manger, je pense que nous, on est un peu trop loin. Il faut que ça commence à la cantine, quoi. Réellement, il faut que ça démarre plus tôt. À la cantine, il faut aussi que nos artisans, tous les artisans, proposent le millet dans les boulangeries, dans les tartes, dans les pâtisseries, dans les snackings. Enfin, il faut vraiment, en fait, il faut des gens comme, enfin, pas comme moi, mais il faudra des gens un peu passionnés, avertis, qui sont professionnels, qui aillent former les cuisiniers dans les restos. Enfin, je pense qu'il nous manque quelque chose, quoi. Du financement pour ça, ou du temps. Moi, ça m'intéresserait d'aller donner la main, quoi, pour leur montrer que c'est très simple. Parce que pour un cuisinier de tous les jours, on a envie de résultats, on n'a pas de temps à perdre avec une erreur, quoi. Donc certes, ce sera un petit peu différent dès qu'on fait de l'expérimentation. Tous les jours, c'en est un petit peu pour un cuisinier, parce qu'il a énormément d'aléas. Il faut juste qu'il accepte que ce soit un petit peu moins coloré, que le gabarit soit pas tout à fait pareil, qu'en fait, que le produit va vivre. S'il est vivant, s'il est bien, s'il est bon, il ne sera pas pareil. Ce ne sera pas standardisé, quoi. Il ne sera pas pareil de jour en jour, parce qu'il y a un pH, une humidité, parce que les stockages, en fonction des saisons, c'est différent. Donc voilà, c'est hyper positif pour moi de montrer au grand public que en fait, c'est très très simple d'apporter du millet. J'ai apporté ça à cette brigade de cuisiniers, je leur ai montré nos expérimentations. Chaque fois que l'équipe arrivait, après une petite session de recherche qui était le matin, ils arrivaient, ils goûtaient ce crumble au fromage. On a réussi à faire un peu comme des biscuits Belin de la grande industrie, là. Vous voyez, ces petits biscuits apéro, on a réussi à faire une imitation au millet et au fromage, donc, avec des croûtes de fromage. Donc c'était assez intéressant, du déchet, quoi, et c'était bon, donc ça donne envie d'utiliser des matières comme ça qui sont dites pas nobles d'un côté, et puis de les faire manger à beaucoup de gens. Voilà. Il vient d'où votre millet? Le millet, c'était Poitou-Charentes, je me souviens plus, Véronique. Là en ce moment, celui que j'ai, c'est Poitou-Charentes. Okay. Celui qu'on avait l'année dernière, je sais plus. Il y a quelques expérimentations en Bretagne, mais c'est papillon encore. Alors on a essayé 4 millets différents et ils avaient tous des goûts différents. Des notes plus vanillées, plus noissetées ou plus amères. Ils sont pas tous, je pense, les variétés ne sont pas tous faites. Il faudrait aller encore plus loin. On a eu 4 jours d'expérimentation. On pourrait aller plus loin pour dire quelle variété est faite pour être cuite façon pilaf ou à l'eau en garniture. Quelle variété sera mieux pour de la pâtisserie, pour de la farine. C'est l'objectif. Ouais. On a 50 options. Voilà, oui. Plus loin. Du temps. Moi, il y a le seigle. C'était rigolo parce que c'était en cherchant la diversité du sarrasin sur la route pour aller avec les collègues sur le projet sarrasin. On a parlé seigle et finalement, je me suis mis à expérimenter d'autres seigles parce que justement, les boulangers avec qui je travaille trouvent que le seigle n'a pas assez de goût. Donc moi je suis contente, vous me trouvez pas mal, mais il y a encore mieux. Et en fait, moi je cherche du sec à plus de goût, donc ça fait 3 variétés que je teste. C'est toujours pas satisfaisant, et zut. Et là on a parlé d'un nouvel essai qu'il est en train de faire. Du coup j'ai fait essayer à un boulanger qui m'a fait des retours. Et il n'y a pas que le goût, il y a le blutage aussi qui était très important. Mais là il y a eu un plutôt bon retour. Donc à la rentrée, je vais récupérer peut-être 100 kilos, oui. Le blutage, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Le blutage de la farine, c'est si la farine est plus ou moins complète, la quantité de petits sons qu'il va y avoir dans la farine. T60, T80, T110, T130. Donc chez le seigle, souvent on cherche une farine très complète et le petit son donne aussi pas mal de goût à la farine. Donc voilà, c'est le genre d'expérimentation qu'on fait à chaque fois dans les variétés. L'objectif, c'est que ce soit bien productif au champ quand même, parce que les variétés, en vendant que de la farine aussi, il faut pouvoir la valoriser, donc on recherche un rendement minimum. Je veux aussi une belle diversité et la satisfaction aussi derrière de pouvoir la cuisiner
que ce soit garantie sans grumeaux. Non, mais c'est une blague, mais bon, c'est agréable à cuisiner et surtout c'est goûteux et goûtu. Et donc voilà, pour le sec, c'est intéressant. On est sur un nouvel essai pour le goût. Et là, j'ai rencontré sur un marché un empailleur qui recherchait du sec de très haute tige. Et son producteur le faisait plus. Et je trouve ça intéressant. Alors, on va sûrement implanter une petite parcelle pour essayer de voir si c'est possible. Et pour lui, si ça correspond à ce qu'il a besoin pour ses empaillages. Voilà, c'est conserver ces variétés-là qui ont des usages derrière. Travailler directement avec ceux qui ont des usages intéressants derrière. Et dans les recherches qu'on fait, ou dans l'utilisation, c'est le sarrasin, moi aussi, que ça fait plusieurs années qu'on travaille à multiplier un mélange population de 5 variétés. Parce que j'ai commencé petit à petit à faire du sarrasin, qui est plutôt facile à cultiver, mais plus difficile à gérer en post-récolte, parce qu'il faut le sécher assez rapidement. C'est pas forcément évident de le faire en octobre quand les conditions sont pas réunies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 98% presque du sarrasin, c'est de la harpe en France. La diversité est très pauvre sur le sarrasin, donc là, avec l'INRAE, j'ai récupéré des semences, un mélange de 5 variétés différentes, avec l'objectif aussi d'incorporer des semences qui pourraient être utilisées pour faire du décortiquage, et donc pour utiliser en cachat, le sarrasin qu'on peut ou utilisé en cuisine. Du coup, petit à petit, l'idée, c'était de développer un mélange qui serait adapté au pays et sélectionner au fur et à mesure les grosses graines. Donc voilà, ça fait 3 ans. Là, j'ai pas eu le temps de sélectionner les grosses graines, donc j'ai remis tout le mélange en vrac. Et c'est super parce qu'en termes de goût, combien de gens me disent « Ah, j'adore, c'est comme la galette de ma grand-mère ». C'est assez impressionnant les retours des cuisiniers, ça fait plaisir et ça me motive aussi. Et je travaille avec 2 artisans galettiers qui prennent le temps aussi. Il y en a une, elle a mis 6 mois à élaborer sa recette, c'est pareil. Et derrière, voilà, elle a su, enfin, c'est un vrai partenariat parce qu'elle avait envie de valoriser cette farine qui est peut-être plus difficile, mais quand on prend le temps, avec 3 jours de fermentation, elle arrive à donner toute la saveur de cette variété-là et c'est génial. Voilà, pour le sarrasin. Et puis les pommes, c'est chouette parce que moi j'ai repris une ferme où il y avait déjà une 40aine de variétés différentes de pommes. Donc ce qui fait un goût spécifique aussi au jus de pomme où il y a un mélange de variétés acides, à cidre, à jus, plus douces. Et on en a réintroduit une dizaine il y a 3 ans de ça, quand j'ai replanté, il y a 5 ans de ça, quand on a replanté le verger. Et là, en termes de diversité dans le verger, c'est vrai que c'est plus du plaisir que je pense. Ça donne un résultat intéressant en termes de goût et c'est un vrai plaisir d'avoir une variété de couleurs, de formes, de précocité. C'est très important. Et du coup, on a aussi des bénévoles qui nous aident à venir ramasser les pommes. Et c'est parce que c'est vraiment un super moment à passer dans un verger comme ça qui est si diversifié. Eh ben, merci beaucoup. On a entendu, je crois, chez chacun que la passion est une des grandes motivations pour la diversité, que ça amène du plaisir à différents niveaux, plaisir même du travail, je pense à la récolte de pommes, plaisir dans le travail de l'élaboration de nouvelles recettes, de la boulange, plaisir dans les champs, de voir toute cette diversité. Est-ce que vous arriveriez, chacun, à relier cet aspect de la motivation autour de la biodiversité à des réalités économiques de votre activité ? Biodiversité cultivée versus ou lié à une réalité économique, c'est-à-dire quelle est la réalité économique qu'il y a en face du travail de la biodiversité cultivée ? Ça marche pour votre activité ? C'est un plus ? C'est au contraire la galère, mais on le fait que parce qu'on est passionné, ou non, justement, c'est ça qui m'apporte un intérêt économique, ou les deux. Vaste question qu'on a déjà quand même un petit peu commencé à aborder dans différentes réponses que vous avez déjà faites, témoignages que vous avez déjà donnés
diversité des clients, diversité des productions. Enfin, voilà, vous pouvez prendre la biodiversité à différents niveaux. Eh bien, vas-y, commence alors. Parce que moi, ça me fait rêver les semences anciennes. Et si on n'en fait pas... Enfin, c'est un mélange de semences de Peter Kunz, mais qui reste avec des rendements, comme je disais tout à l'heure, honorables, enfin, 25-30 quintaux. Et j'aimerais faire des semences anciennes, mais je n'en fais pas. Je réduis la biodiversité. Parce que économiquement, quand on fait de la farine, en fait, aujourd'hui, on peut valoriser les semences anciennes quand on va jusqu'au pain. Mais en faisant de la farine, eh ben, économiquement, ça collerait pas parce que les rendements seraient trop bas. Positivement, ça donne derrière, les clients sont... Je pense que la valorisation économique n'est pas à la hauteur du travail supplémentaire. Est-ce que sur les pommes, par contre, d'avoir une grande diversité, c'est pas un avantage dans le sens où tu peux étaler la récolte sur une grande période et qu'il y a peut-être moins de pics de travail Enfin, je sais pas, c'est une question. Voilà, sur une autre espèce, la diversité, est-ce que sur le plan économique, ça t'apporte une sécurité ou ça change rien? Et sur les céréales, finalement, il y a une résilience, vu qu'il y a des variétés population, 5 variétés différentes. Les années sèches, il y a une variété qui va mieux s'en tirer, les années humides, une autre variété. Donc je réduis mes risques, donc économiquement, je m'en tire mieux aussi. Sur les pommes aussi, ça alterne. Il y a beaucoup d'alternance et effectivement, il y a toujours une variété pour s'en tirer mieux que l'autre, donc peut-être que ça réduit les risques, oui. On s'en rend pas compte finalement quand on n'a pas de problème. Effectivement. Quand on appelle comparateur non-diversité à côté, c'est difficile de voir peut-être la plus-value. Oui. Question pas facile. La biodiversité, chez nous, ça m'évoque... ça peut être quand même très problématique pour un restaurateur d'être en direct producteur. Je donne un petit exemple, la farine. Lorsque j'ai commencé ma formation, je ne savais pas d'où venait cette farine, mais je me souviens du prix quand même de la farine. On était à 70 centimes de kilo. Une farine qui faisait faire beaucoup de kilomètres jusqu'à la cuisine de mon formateur, du chef qui me formait. Aujourd'hui, c'est autour des 2 €. Voilà. Donc, il y a beaucoup de restaurateurs qui ne jouent pas le jeu, qui appliquent des marges qui sont vraiment dégueulasses. Ils achètent des mauvais produits et puis ils font des fois 6, fois 7, fois 8. Il y a des pâtissiers qui sont très connus qui font ça. Du coup, moi, je trouve ça nul en fait. Nous, on se donne vraiment les moyens. Donc, tous les aliments, les produits alimentaires qui arrivent ici à la basse-cour, ça passe par moi, par un petit tableau de calcul tout bête, mais c'est vraiment méticuleux, quoi. À chaque fois qu'on fait un nouveau menu, une nouvelle recette, il y a la liste des ingrédients au gramme près, ça va dans un petit tableur et ça nous sort un prix de vente. Et ce prix de vente, on essaie de l'abaisser pour le rendre accessible en fait, à tout le monde. Donc, du coup, rien n'est impossible, même avec les produits les plus chers. Il faut juste accepter d'en mettre un petit peu moins, de faire des compromis sur la quantité. On va parler du cochon de Jean-Sébastien Piel, par exemple, que j'ai vu ce matin, qui nous a apporté son super cochon pour faire du pâté. On fait notre pâté tous les mardis. Du coup, je lui expliquais que c'était merveilleux. Enfin, c'est incroyable. On a envie de presque rien faire. On n'a pas envie d'ajouter de cognac ou quoi que ce soit. On met du cochon et des herbes que je suis allé cueillir à côté. Voilà, et on met une petite part et ça coûte déjà cher à l'assiette, mais on explique aux gens que c'est pas l'abondance. Un cochon comme ça peut pas être beaucoup plus que ce qu'on y met dans cette assiette. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup dire, mais on pourra en parler des heures. Donc rien n'est impossible. Je crois juste qu'il faut de l'effort. Il faut donner beaucoup de courage. Et il faut accepter. Enfin, moi, je sais qu'on n'est pas parfait sur plein de choses. On peut encore faire beaucoup mieux. Et il faut juste nous mettre en lien, nous donner, nous aider. Faut qu'on se rencontre, faut qu'on se parle, quoi. Voilà. Alors la diversité, en fait, les greniers bio, c'est 40 producteurs répartis sur tout le domaine, sur le bassin armorique. Donc beaucoup de diversité aussi des fermes dans leur situation géographique. Donc ça, c'est une vraie diversité. Et puis, je dirais, moi, la diversité aussi, ça donne à penser autrement et donc à être innovant. Et là, le groupe de producteurs avec lequel on travaille, c'est vraiment, c'est toujours ce fil rouge de pouvoir donc faire des choses différentes, d'être innovant et de pouvoir, par exemple, peut-être maîtriser la filière jusqu'au bout, de pouvoir appréhender en fait presque tous les métiers et être innovant. Et c'est ça aussi, et ça c'est le plus de la diversité des hommes qui sont en fait à l'origine du groupement et qui fait que ça c'est porté en fait sur des filières innovantes et de penser différemment. Là, on parlait des propositions de stockage et pourquoi pas serait rapatrier par exemple le stockage à la ferme par des îlots plutôt que d'avoir des stockages mutualisés et centralisés sur un point.
Voilà, il y a des choses différentes à faire. Bon, ça, c'est vraiment la diversité qui apporte ça, ce côté en fait innovant et de dire qu'on va faire autrement. Et par contre, le côté peut-être économiquement en frein, c'est on est confronté encore à des choses. Quand on parle, Mathilde parlait de la farine, les gens qui utilisent beaucoup de farine ont besoin d'une homogénéité de farine. Parce que sinon, ça passe pas et les équipes sont déstabilisées. Alors peut-être c'est une question de formation aussi, d'aller en fait échanger et d'amener les gens dans nos fermes et que aussi les producteurs aillent dans à l'inverse chez d'autres opérateurs pour voir les contraintes de chacun. Et c'est comme ça qu'on fait aussi bouger le curseur. Là, tu parlais de formation au niveau des cantines, mais rien que de faire adopter aux enfants le pain avec du levain et non de la levure, c'est toute une formation et tout le monde doit aussi être sensibilisé. C'est le chef de cantine, c'est les dames qui s'occupent des enfants, c'est les élus qui portent, c'est tout ça, ça doit être aligné. Sinon, vous dégagez ça en 3 semaines. Hein. On a beau effectivement introduire du pain avec du levain, mais ça passe pas parce que les enfants ne sont pas adaptés. C'est la croûte, tout ce que tu veux, c'est acide, mais une fois, il faut effectivement aussi progressivement faire adopter toutes ces choses. J'avais la question du début. Biodiversité. Relation entre la biodiversité cultivée et les aspects économiques. Est-ce que oui, d'accord. Tu en as déjà parlé un petit peu, mais peut-être tu peux approfondir. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est vrai que moi, là, cette année, j'ai quand même été confronté à plus de volume à vendre. Et donc moi, depuis le début, je voulais travailler sur les boulangers, parce que pour rationaliser un peu le travail, parce que vendre de la farine, des petits sachets d'1 ou 2 kilos, c'est du passe-temps. Et voilà, moi j'ai une activité d'élevage à côté aussi, donc ça fait 20 ans que je travaille trop, donc l'idée c'était aussi de travailler moins, ça fait aussi partie, c'est raté, hein, mais bon. Mais c'est le projet à terme, voilà, c'est le projet à terme. C'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques convaincus, des gens comme toi, voilà, qui sont assez puristes, qui sont prêts à faire l'effort de travailler différemment, qui aiment le côté, on leur amène quelque chose qui est différent, ils vont s'adapter, il y a un challenge technique, ça ils aiment bien. Mais ils sont assez rares. Ils sont assez rares quand même. Donc il y a encore un travail à faire. Donc du coup, moi, je pensais que j'allais avoir 5-6 clients et que ça allait être bon. Là, j'en ai 10, mais en fait, il m'en faut 15. Donc voilà, il faut que j'aille peut-être à Paris, à Rennes, à Caen, encore plus loin, pour trouver les passionnés avec qui on va s'entendre, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Parce que, par contre, tous, ça les intéresse. Ce qu'on fait, ça les intéresse, clairement. Ils captent bien qu'il y a un intérêt, captent bien le message et la plus-value qu'ils pourraient avoir. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que dans notre société, il y a beaucoup de peur. C'est marrant, hein. Si, beaucoup. Et les boulangers, ils n'y échappent pas. Parce qu'en fait, j'en ai quelques-uns qui ont essayé, ils ont même pris une palette et puis ils ne veulent pas prendre la deuxième en ce moment-là. C'est marrant, hein. Mais c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent, merde, tout est en train de vaciller. Putain, les clients, ils ne sont pas toujours là. Pourquoi j'irais acheter de la farine à 2 € le kilo alors que je peux en avoir une qui est presque pareille à 1,30 ou 1,40 ? Voilà, donc il faut qu'on arrive, déjà nous, à ne pas avoir peur, parce que ça se sent, et puis à être bon dans ce qu'on communique, à vraiment faire passer tout ce travail. Pourquoi ? J'ai une autre contradiction qui me vient. Moi, j'adore les mélanges. On sait, on est tous convaincus ici qu'agronomiquement, physiologiquement, on a intérêt à faire des mélanges. Les tas de boulangers, ils disent non, moi je veux de la bladette de Provence pure, je veux du rouge de Bordeaux pur. Ouais, là on a un travail pour essayer de leur expliquer que nos intérêts sont aussi les leurs et que la diversité, elle est intéressante en boulange aussi. Pour la petite histoire, moi cette année, j'avais trié, mais je trouvais qu'il était encore sale mon blé. Là, dans le milieu de l'hiver, j'ai tout retrié de manière plus stricte. J'ai enlevé essentiellement encore plus de vesses et d'avoine que j'avais dedans. Ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ta farine ? On n'en veut plus, elle déchire. Alors qu'elle était... Pour moi, j'avais fait un effort pour qu'elle soit encore plus pure. Donc là, tu vois, faut qu'on se déprogramme. Il l'aime moins quand elle est trop pure. Parce qu'elle a moins de force, ça déchire. Parce que je pense que la veste, l'avoine ramenait quelque chose qui était intéressante. Donc là, voilà. C'est un bon exemple pour leur dire, des fois, vous voulez des variétés pures, mais regardez, là, par A plus B, bon, je pense que voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'il faut qu'on arrive à faire passer.
Et ça marche par vraiment des relations fortes entre le paysan transformateur, l'artisan transformateur, et si on peut avoir le client dans la boucle, c'est encore mieux. Mais le client, je pense, à partir du moment où c'est bon, s'il y goûte, après, je ne vais pas dire il est foutu, mais l'essayer, c'est l'adopter, c'est un peu vrai quand même, quoi. Alors, moi, nous, dans la Manche, on a la chance d'avoir le CFPPA de Coutances, qui est un BPRA paysan boulanger. Donc, moi, c'est des bons partenaires pour moi parce qu'ils viennent beaucoup à la maison. On a des stagiaires, ils viennent en visite. Ils utilisent ma farine aussi quand ils font des tests avec les paysans boulangers. Donc voilà, je pense qu'il faudrait voilà, c'est une idée dans ma tête, il faudrait aller encore plus, sans doute dans les écoles Ferrandi, parce qu'ils n'en voient pas beaucoup des gugus comme nous qui font des blés avec 50 variétés dedans. Enfin, je pense que c'est là que ça se passe, quoi. Parce que quand ils vont avoir goûté à ça, ils sont quand même tous unanimes de dire que c'est autre chose, quoi. En saveur comme en typicité, ouais, ils disent bien c'est vivant, quoi. Ils disent, moi, il y en a un, il m'a dit, elle est sensible ta farine, on sent que c'est vivant. Ah, ben, ça fait plaisir, quoi. Il y en a un, il m'a dit, j'ai fait un super pain, c'était le début, il m'a dit c'est de la farine de luxe. Bon, ben voilà. Ils ne sont pas nombreux à nous le dire, mais voilà, c'est qu'il y a bien, je pense qu'on a des trucs à creuser. Après, je suis bien content de pas en avoir 500 tonnes à vendre. Je vous le dis tout de suite, hein. non, mais je mesure la tâche à l'étage. Enfin, moi, je suis tout seul. Déjà, vendre ma production, ça va être un beau challenge. À l'échelle de 40 ou de 250, comme Bioser, gérer les différences, etc. On a tous à se serrer les coudes, s'aider les uns les autres. Mais c'est vrai que la période n'est pas... Moi, j'ai vu le marché se retourner en un an, clairement. Voilà, la période n'est pas évidente. Mais bon, voilà, hein, toute période amène ses revers et elle peut être intéressante aussi. Parce que ça va peut-être nous pousser à... Après, ce qui est sûr, moi, ce que j'observe, c'est que les boulangers qui ne montent pas en gamme, ils sont morts. Enfin, là, je parle cash, mais franchement, ceux qui sont restés au milieu, qui sont avec du pain à 5 € le kilo, du pain bio à 5 € le kilo, et puis qui ne veulent pas avoir un pain qui est bio, qui est bon, mais qui ne se démarre pas plus que ça, moi, tous ceux que je visite comme ça, ils sont en perte de vitesse. C'est vraiment... Ou alors, il faut que ça soit assumé et faire du volume, et puis on est sur une idée de marge, mais en fait, un pain, même à 8 € le kilo, le client, il achète 500 grammes, c'est 4 €. 4 € quand on fait ses courses, enfin, vous comme moi, ça va pas loin, quoi. Enfin, c'est le prix d'une lèvre en terrasse dans un bar au centre-ville de Rennes, quoi. Un pain de 500 grammes, c'est quand même autre chose. On a des tas de choses à expliquer et à lever. Oui. Alors après, c'est pareil, notre farine, elle est chère, mais la valeur nutritive de ce qu'on vend, c'est quand même autre chose qu'une baguette qui est sèche au bout de... On a bien entendu que travailler la biodiversité, c'était pas toujours facile, et d'un point de vue technique, organisationnel et ou économique, comme vous venez de le dire. Et alors, pour terminer, ce que j'aimerais bien que vous nous disiez chacun, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais voilà, sur quoi vous voudriez mettre l'accent pour que nous tous, avec les divers horizons d'où on vient, quels seraient pour vous les leviers pour que la biodiversité cultivée, elle soit plus dans les champs et dans les assiettes? Politique. Non, mais ça me fait réagir à ça, à ce que tu disais, parce que effectivement, on peut compter sur les consommateurs, mais à un moment, ce sera une partie des consommateurs, et je pense que pour en rendre accessible, il y a une certaine incitation, soit aux paysans via des subventions, des orientations, des subventions, ou à l'élection des terres, dans les installations agricoles, à la sensibilisation des cantines, etc. Et tout ça, je suis tout à fait d'accord avec l'Alliance Recherche Politique, et je ne sais plus l'autre trio, mais c'est vrai que pour moi, société, c'est vraiment la clé, il n'y a pas photo. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Levier, à mon avis, on parlait tout à l'heure de sensibilisation, d'animation des temps en fait, on perd du temps, en fait, des temps où on n'a rien à gagner, quoi. C'est-à-dire de prendre le temps de parler dans un marché, d'exposer, de faire goûter, et c'est là où ça rapporte rien, mais ça prend beaucoup de temps. Nous, dans notre association, on passe beaucoup de temps à se poser des questions, à organiser des choses qui ne sont pas lucratives. On projette sur du long terme, du très très long terme. Donc c'est trouver des moyens pour ça, en fait, pour faire changer
faire changer les choses, les modèles économiques, les modes de consommation. Et en ce moment, ma lubie, c'est l'école, quoi, hein, c'est les cantines, quoi. Là, je pense qu'à ça. Donc, je sais pas où ça va me mener, mais à mon avis, il faut changer des choses là, dans les cantines. Ça pourrait changer beaucoup de choses dans l'intention, si on s'y donnait à fond. Ouais, et puis dans le cadre peut-être d'impliquer les politiques et puis tout le monde, c'est peut-être aussi d'avoir des structures. Il ne faut pas hésiter aussi à faire entrer des partenaires soit en termes d'échange, soit en termes de structures juridiques, pour que justement tout le monde que les planètes soient alignées. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir en fait les fermes ou les structures en fait à des partenaires, collectivités ou autres, pour montrer. Et effectivement, il faut que quand tu parles d'introduire des choses dans les cantines, il faut vraiment que tout le monde y participe. C'est pas que le chef de cuisine, c'est pas que l'élu, c'est pas que le responsable de cuisine centrale, c'est vraiment tout le monde, sinon ça marche pas. Donc il faut vraiment avoir un échange complet là-dessus. Et puis voilà, après au niveau des consommateurs, est-ce qu'on parle de communication? Est-ce qu'il faut plus communiquer au niveau des consommateurs de façon simple? Parce qu'il y a aussi ça aussi à prendre en compte. Là, on parle de biodiversité cultivée, mais est-ce que les consommateurs savent ce que ça veut dire? Je ne crois pas. Donc voilà, après, déjà rien que de communiquer sur le cahier des charges bio en trois phrases, est-ce que c'est ça aussi qu'il faudrait faire? Communication aussi. Non, je fais un signe de la tête, c'est pas gentil. Mais non, mais communiquer sur le cahier des charges bio, on n'arrête pas de le faire. Ça fait 20 ans qu'on le fait, apparemment, puis on le fait. Bon, ça marche, on dirait. Donc, c'est peut-être qu'il y en a qui communiquent sur des cahiers des charges qui sont proches du bio, sans être vraiment bio, et qui sèment le trou. Bon, enfin, moi, je crois qu'il faut des choses vraies, déjà. Je crois qu'il faut que dans nos produits, dans nos communications, dans la manière dont on est, faut être soi-même. Moi, je dirais les freins, en ce moment, c'est les peurs. Donc, les peurs, faudrait déjà que chacun soigne nos peurs individuelles, et on pourra commencer à soigner les peurs collectives. Déjà, ça serait déjà... Bon, alors, c'est un grand mot, hein. Bon, je pense que si on veut bien chacun regarder déjà à son échelle individuelle, on va comprendre. Et puis après, oui, c'est d'être vrai, parler un peu avec le cœur. Je parlais d'énergie tout à l'heure, et ouais, je pense que ça se sent. Voilà. Je pense que nous, quand on parle là, on dégage une autre énergie, un autre lien, un autre rapport au vivant, à l'humain, que quelqu'un qui a des... Bon, je ne vais pas critiquer les collègues, mais qui a des moulins à cylindres et qui fait 50 000 tonnes de farine. Voilà, même s'il aura sans doute une force commerciale supérieure à la nôtre, je pense que notre gros avantage, c'est quand même... on en est un peu authentique, quoi. Donc ça, je crois que les gens, dans le moment qu'on vit de perte de sens, de perte de repères, ça peut être aussi original, mais du coup attirant, quoi. Donc moi, j'ai pas de complexe à parler de ça et à jouer cette carte-là, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison que... À partir du moment où je ne trompe pas les gens, où ce que moi je vends, c'est ce que je fais et ce que je dis, allons-y, quoi. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment... Le premier frein, c'est vraiment les peurs en ce moment. C'est ça, Merci beaucoup à tous les quatre. Si avant de prendre vos questions, je tente un petit résumé de tout ce qui a été dit. Donc, qu'est-ce que c'est que ce travail autour de la biodiversité? Qu'est-ce qui en est ressorti de tous vos témoignages? J'ai noté que c'est un travail qui se fait avec beaucoup de passion, mais qui dit beaucoup de passion dit aussi beaucoup de travail. Voilà, donc ça demande vraiment beaucoup de choses. C'est un travail qui est innovant, qui génère, qui demande beaucoup d'innovation. Donc de la créativité, mais aussi des choses très intéressantes. C'est que pour travailler sur la biodiversité, il faut aussi beaucoup de réflexion, et notamment de la réflexion sur le plan économique, organisationnel, au-delà de tous les aspects agronomiques, génétiques, enfin tout ce qu'on veut, mais voilà, dans une diversité de dimensions. C'est un travail qui se fait aussi en partenariat. Vous avez pas mal parlé chacun de différents partenaires avec qui vous interagissez grâce à la biodiversité cultivée. Voilà, parce que ça se fait pas tout seul en fait. C'est un travail de partenariat, un travail de relation. C'est un travail sur le long terme, et ça c'est pas toujours facile à valoriser. Mais voilà, un travail passionnant et sur le long terme.
qui demande de l'authenticité, mais qui est aussi, qui vit d'authenticité, je dirais ça. Je ne sais pas si vous validez ou pas, mais... Et il y a une grande difficulté qui est de s'intégrer, s'imposer, je ne sais pas si s'imposer c'est un bon mot, mais dans le paysage actuel, qui est un paysage quand même assez industriel. Voilà, donc c'est pas facile de changer, d'apporter de la nouveauté qui ne va pas dans cette direction mainstream. Voilà. Et pour lever justement tous ces soucis, qu'est-ce qu'on a comme levier ou comme solution? Et là, je reprendrai l'idée de Ludovic tout à l'heure de changer d'échelle. Qu'est-ce qu'on aurait comme levier pour changer d'échelle? J'ai noté la formation des cuistots et des personnels de cantine, parce que là, je pense que c'est aussi à long terme, ça portera sûrement ses fruits à long terme. Beaucoup de communication, et là-dedans, je mets aussi la sensibilisation donc des consommateurs et des collectivités. Là, on est plus sur la sensibilisation des gens qui consomment, mais aussi de la sensibilisation entre professionnels. Vous en avez beaucoup parlé, et ça, c'est beaucoup revenu dans les liens, les relations, les partenariats que vous avez évoqués, en fait, que vous preniez du temps avec vos partenaires, vos clients, pour essayer, avoir des retours, changer vos pratiques, recommencer, et voilà, donc pour moi, ça fait partie de la sensibilisation entre professionnels qui se fait grâce à des relations fortes, des relations partenariales, et vous n'avez pas dit le mot, mais j'oserais le dire, des relations de confiance. Vous validez? Super. Voilà, donc en gros, et voilà, qu'est-ce qu'on a comme outil pour faire vivre tout ça? Faire du lien, créer des partenariats, beaucoup, tout le temps, même si économiquement on n'arrive pas à le chiffrer ou ce n'est pas rentable, mais c'est grâce à ça qu'on s'inscrit dans la durée et que ça porte ses fruits. Et des installations de paysans et de paysannes. Voilà, et aussi de la politique, parce que voilà, ça boucle donc des professionnels, des consommateurs et des politiques pour faire une alliance en fait, recherche, politique, société, transformateur, enfin professionnel du champ à l'assiette, avec le reste de la société, la recherche, et que tout ça est politique. Voilà, grâce à cette table ronde, vous avez pu entendre des exemples concrets de transformateurs qui utilisent et qui travaillent au quotidien avec la biodiversité cultivée. J'espère que ça vous inspire. On vous met en description donc des liens vers des pages d'infos pour mieux connaître les invités. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi suivre l'actualité de notre activité qui s'appelle D'une graine aux autres. Donc vous pouvez la suivre en mode professionnel sur LinkedIn et aussi sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la! Il y a eu un teaser abominable, on veut la recette du billet. Oui, la recette de cuisson. Ah, ok, d'accord. Quelle variété? L'astuce, vous connaissez la cuisson du riz pilaf ou du riz pilaf par absorption, donc c'est ça, pas de grand volume d'eau, ça va être par absorption pour une masse de millet, une masse et demie d'eau, un verre et demi par exemple. Démarrage à l'eau chaude, donc cette eau il faut la faire bouillir à côté dans une petite casserole. On fait revenir son millet, souvent c'est bien avec des petits oignons, il faut donner du goût, il faut apporter du goût parce que sinon ça va être un petit peu trop rude. Ça c'est dans l'optique de faire un 100% millet. Okay, et ben, on fait revenir son millet avec ses petits oignons, d'abord l'oignon, un petit peu de matière grasse, le millet, et ensuite on vient apporter cette eau chaude, on porte à l'ébullition, on couvre et on n'ouvrira plus. Et on réduit le gaz au minimum pour ne pas que ça brûle, petit feu quoi, tout petit feu, vraiment proche de ça s'éteint. Et ça dure 12 minutes ensuite. Et on étouffe un peu comme on pourrait faire du riz par absorption dans les cuiseurs. Vous voyez ce riz parfaitement cuit dans son eau. Là c'est pareil, c'est entre 10 et 15 minutes, souvent 12 pour un volume et demi d'eau.
Et mettez ce que vous voulez dans cette eau parfumée là avec des cubes de basilic, des restes, des croûtes de fromage. Je sais pas. Vous pouvez faire des risottos de quinoa aussi, par absorption, et à la fin on apporte du gras. On apporte du crémeux, du fromage râpé. Du millet, ouais, excusez-moi. Et puis Du coup, t'as quelque chose de plus long. Et ouais, comme le riz, on va avoir un effet, c'est presque sans gluten, mais on va avoir un effet qui colle un petit peu, il y a une masse. C'est pour ça justement qu'il ne faut surtout pas y toucher, s'amuser à ouvrir le couvercle, enlever la vapeur, remuer, on ne sait pas. On oublie, pas de peur, hein, jamais de peur, et puis on va réussir. Et puis au bout de 12 minutes, on a réussi. Quoi. Et puis si c'est raté, il y a toujours moyen de récupérer, on fait un fond de tarte avec ça. Enfin, voilà.